Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons aborder les Wunderwaffen allemandes. Alors, ça va être une série de vidéos sur quelques Wunderwaffen. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les Wunderwaffen étaient censés être les armes miracles allemandes pour renverser le cours de la guerre. Mais elles arrivèrent bien trop tard. Donc du coup, ça va être une petite série de vidéos sur ces fameuses Wunderwaffen. Enfin, quelques-unes, certaines qui sont connues, d'autres qui le sont moins. Et on va commencer par l'une qui est moins connue, avec le Focke-Wulf TA-183. Allez, c'est parti. La société aéronautique Focke-Wulf propose dans le cadre du Volkssturm Programme datant du 8 septembre 1944 de nombreux projets, dont la dernière monture, désignée VI-0, annonce une formule en avance sur son temps avec la mise au point du TA-183 dont l'architecture connaîtra un développement couronné de succès après la guerre. Et oui, cet avion vous fait penser à quelque chose. Pour donner suite à une demande de l'OKL, qui est l'Oberkommando der Luftwaffe, le projet amorce un changement fondamental en proposant un fuselage tonneau renfermant un réacteur Henkel HES-011 de 1300 kg de poussée, complété par un moteur fusée de type Walter. L'aile médiane en flèche d'une envergure de 10 mètres présente une corde importante de 3,50 m à l'emplanture. La dérive en flèche, assez prononcée, est assez fine et porte l'empennage horizontal à son sommet. L'armement se compose de 2 mitrailleuses lourdes MG151-20 de 2 cm et 2 canons MK103 de 30 mm, toute arme étant située autour de l'entrée frontale d'air du réacteur. Annoncée comme devant atteindre les 1000 km/h à 7000 m d'altitude, cette proposition est retenue par le RLM à la mi-1944 sous la désignation officielle du Focke-Wulf TA-183. Le 19 décembre 1944, Focke-Wulf signe un marché pour la livraison d'un prototype baptisé TA-183, basé sur le Project VI-0, mais qui est raccourci de 0,80 m. L'ingénieur principal de l'entreprise, un certain Kurt Tank, se met alors au travail. En bois, l'aile affiche également une corde un peu moins importante avec 2,50 m qui possède un seul longeron et possède une flèche positive de 40 degrés au quart de la corde. En revanche, le fuselage monocoque est entièrement métallique et abrite le HES-011. La dérive trapézoïdale a une flèche de 60 degrés au bord d'attaque et porte à son sommet un empennage horizontal. Le pilote est installé dans un cockpit pressurisé, surmonté d'une verrière en goutte d'eau qui sera reprise sur certains avions mis au point après la guerre. L'armement se compose de 4 MK108 et par ailleurs des points de structure d'attache pour 1000 kg de charge externe sont également prévus afin de permettre le montage de 4 missiles RR Rochklan-Karmer X4, oui, des missiles RR. Après calcul, la vitesse maximale du TA-183 est donnée pour 960 km/h à 7000 m d'altitude et celle de montée à environ 1440 m par minute. Le plafond pratique avoisine quant à lui les 14 500 m. L'autonomie avec 1500 litres de carburant est d'1 heure à pleine puissance avec un rayon d'action de 990 km, de 2 heures un quart avec 40% de la puissance. À 55% de la puissance, avec 2500 litres de carburant, le rayon d'action monte à 2150 km, ce qui est remarquable car en comparaison, un Messerschmitt 262 affiche environ 1000 km. 16 prototypes sont alors commandés, avec un début de production en série envisagé pour le mois d'octobre 1945. Mais le découpage du premier métal a à peine commencé que la guerre prend fin. Le travail effectué n'est toutefois pas perdu pour tout le monde puisque les soviétiques récupèrent les plans complets du TA-183V1 lors de la prise de la RLM à Berlin en 1945. Et grâce à eux, ils vont mettre au point le chasseur à réaction, le MiG-15. En février 1945 est proposée une nouvelle monture, le TA-183 Endolskind, qui est la solution définitive. Celle-ci reprend globalement l'architecture de la première version. Toutefois, le nez est plus long et l'ensemble dérive-gouvernail est rejeté plus en arrière de la sortie du réacteur. L'empennage horizontal est placé en position basse au pied de la dérive. La vitesse maximale estimée progresse un peu plus avec 970 km/h à la même altitude, c'est-à-dire 7000 m, et le plafond pratique passe à 14 600 m.
L'armement se compose toujours de 4 canons MK108. Les sources manquent de clarté à ce sujet, mais il semble qu'en février 1945, le projet soit abandonné en faveur du TA-183 Erzhochstufung. Outre des MK108, la nouvelle génération de chasseurs allemands aurait été équipée de missiles RR philo-guidés Rüstlenkrabber 344, ou plus communément appelé le RK344, aussi connu sous la désignation de Kramer X4, dont la conception débute en juin 1943. Filant à 900 km/h, ce missile de 60 kg est guidé par le pilote d'un avion via un câble vers sa cible, et après une course maximale de 2900 mètres, soit hors de portée des mitrailleuses de 12,7 mm équipant les bombardiers, explose grâce à une fusée de proximité acoustique. Là encore, cette arme est très loin d'être au point, et bien qu'un tir d'essai soit réalisé le 11 avril 1944, ce missile RR, pourtant fabriqué à 1300 exemplaires, n'entrera jamais en service. Il est vrai que le fait que le pilote devait maintenir son appareil strictement immobile jusqu'à ce que l'engin touche sa cible n'est pas compatible avec la supériorité aérienne alliée. Plus facile à utiliser, les raquettes 4 kg, les Mein Kampf, les têtes explosifs, ces roquettes RR, plus communément appelées sous la désignation de R4M Orkan ou Ouragan, contiennent une charge explosive de 500 grammes propulsée à la vitesse de 540 mètres par seconde. La dotation standard se compose de 24 R4M. La distance de tir maximale est alors de 1800 mètres, mais dans la pratique, le pilote préfère les tirer à 600 mètres d'une cible. Environ 60 avions de chasse à réaction Messerschmitt 262A1 et quelques Focke-Wulf 190 en sont équipés dès le 18 mars 1945, donc bien trop tard pour exercer la moindre influence sur le cours des événements. Enfin, qu'en pensent les alliés de cet avion ? Ils considèrent que le chasseur intercepteur, le TA-183, reste le projet le plus abouti de tous les chasseurs à réaction allemands de deuxième génération, voire comme le meilleur avion à réaction étudié par l'Allemagne. Alors oui, je dis deuxième génération parce que la première génération, c'est le Messerschmitt 262 aussi. Enfin, la figure de proue, c'est le Messerschmitt 262. Mais il va y avoir des versions alternatives qui vont constituer une deuxième génération, dont je vais vous revenir dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ce concept, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.